Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Vers une nouvelle définition du musée. François Mérès, André Desvallées. Qu'est-ce qu'un musée? Si l'on tente de dépasser le sens commun, la définition la plus universellement reconnue de ce type d'établissement demeure celle du Conseil international des musées, établi en 1974 et qui n'a pas fondamentalement été modifiée depuis lors. Cette institution séculaire n'aurait-elle pas connu de modifications importantes au cours des 30 dernières années? En 2007, le musée reste toujours défini comme une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert cela, les conserve, les communique et notamment les expose des fins d'études, d'éducation et de délectation. Les récentes évolutions du monde des musées ont cependant amené en 2003 le conseil exécutif de l'ICOM à entamer une réflexion afin de modifier radicalement cette définition, demandant à Gary Edson d'animer un débat autour d'une nouvelle définition du musée avec l'ensemble des membres du Conseil international, notamment via Internet, par le biais du forum de discussion ICOML. Un bref aperçu de ces discussions a été publié dans un numéro spécial des nouvelles de l'ICOM. Les propositions de changement de cette définition devraient être soumises à l'Assemblée générale triennale de l'ICOM à Vienne, en 2007. La question de la définition du musée constitue, par-delà les aspects pratiques qui lui sont liés, accepter ou refuser de nouveaux membres et avec quel profil, l'une des questions les plus intéressantes d'un point de vue muséologique. Le Comité international pour la muséologie de l'ICOM, ICOFOM, a pour cette raison initié, en parallèle avec les débats actuels, une réflexion en profondeur sur la question de la définition du musée. Pour ce faire, un forum de discussion a été mis en place sur son site et plusieurs sessions autour de la définition ont été organisées lors de la conférence annuelle d'ICOFOM à Calgary, Canada, 30 juin au 6 juillet 2005. Une définition approuvée par l'ensemble des membres réunis lors de cette conférence a ainsi été élaborée et proposée au Conseil exécutif de l'ICOM. Cette définition, connue sous le nom de Déclaration de Calgary, est la suivante. Le Comité international pour la muséologie, réuni à Calgary, Canada, pour son symposium annuel, du 30 juin au 2 juillet 2005, propose la définition suivante du musée au Conseil exécutif du Conseil international des musées, afin qu'elle soit prise en considération en vue des nouveaux statuts de l'ICOM. Le musée est une institution au service de la société, qui a pour mission d'explorer et de comprendre le monde par la recherche, la préservation et la communication, notamment par l'interprétation et par l'exposition, des témoins matériels et immatériels qui constituent le patrimoine de l'humanité. C'est une institution sans but lucratif. On entend par institution une organisation formalisée qui développe ses objectifs sur le long terme. Au service de la société souligne la mission sociale du musée. Ce concept est au cœur de la Déclaration de Santiago du Chili, 1972, d'où est issue la définition de l'ICOM de 1974. La recherche englobe l'étude et la documentation des témoins liés au domaine d'activité du musée, aussi bien que les questions relatives à la collecte. La préservation comprend l'acquisition, la gestion des collections, la conservation et la restauration. La communication comprend l'interprétation, l'exposition et la publication, aussi bien pour les générations actuelles que futures. Les témoins matériels et immatériels recouvrent les objets matériels ou des éléments immatériels. Il peut s'agir d'un site qui comprend du patrimoine immobilier naturel ou culturel, ou de collections mobilières, aussi bien naturelles que culturelles. Ces témoins peuvent être aussi des substituts matériels ou des images numériques. Sans but lucratif signifie que le musée n'a pas un but commercial. La question de la définition du musée constitue l'un des thèmes de réflexion privilégiés d'ICOFOM. C'est dans cette optique qu'a été lancé, en 1993, le projet d'établir un recueil des idées muséologiques de base, coordonné par André Desvallées, qui reçut l'approbation et le soutien du président de l'TCOM de l'époque, Saroche Gauze. C'est dans le cadre de ce projet,
actuellement connu sous le nom de Thésaurus de muséologie et qui a pour ambition d'explorer le sens d'une vingtaine de concepts fondamentaux de la muséologie, est publié dans le présent volume l'article consacré au concept de musée, qui vient en quelque sorte clôturer et partiellement synthétiser la réflexion du présent ouvrage. L'élaboration de la déclaration de Calgary a permis à chacun des membres d'ICOFOM de pleinement mesurer la part de compromis inhérente à toute définition, dès lors que celle-ci est élaborée non seulement au sein d'un groupe, mais en 3 langues simultanément. Le résultat laisse apparaître les inélégances syntaxiques ou les apparentes faiblesses de raisonnement, inévitable compromis d'une procédure démocratique de décision. En ce sens, il devenait évident qu'un tel travail demandait à être poursuivi. À la suite de la déclaration de Calgary, il a donc été proposé à certains des membres les plus actifs d'ICOFOM d'approfondir leurs réflexions concernant cette question si importante pour le musée. Fidèle à sa tradition, le Comité international pour la muséologie entend constituer une plateforme permettant de recenser et d'analyser l'ensemble des points de vue sur la muséologie dans le monde. Une première sélection d'articles sur ce thème a donc été présentée, en décembre 2005, au comité exécutif de l'ICOM. Ces contributions ont fait l'objet d'une relecture par un comité, réuni par André Desvallées. Ce sont les articles acceptés par ce comité, qui sont repris dans le présent volume. La quinzaine de contributions provenant d'Argentine, de Belgique, du Brésil, de Croatie, du Canada, des États-Unis, de France, d'Inde, de Norvège ou de Suisse permet de mieux apprécier quelques différences fondamentales reflétant la diversité des conceptions sur la notion de musée. Tous les auteurs n'ont pas participé à la conférence de Calgary. Le recul pris par certains quant à la déclaration adoptée lors de la conférence s'explique partiellement pour cette raison. Certains des membres d'ICOFOM ont privilégié une réflexion théorique, envisageant le musée sous l'angle strict de la muséologie et se distanciant, pour mieux les analyser, des préoccupations d'ordre plus pratique de l'ICOM. D'autres sont partis des propositions sur la définition échangée par le biais d'ICOML, de la définition élaborée à Calgary ou de celle du Conseil international des musées, pour mieux en analyser chacun des termes et leur importance respective au vu des récents développements au sein du rhizome muséal. En prologue, André Gob imagine un dialogue atemporel sur la question du musée, qui n'est pas sans rappeler celui entre Cocalé et Saint-Nau écrit par Hérondat au IIIe siècle avant notre ère. Sont abordés, successivement et à travers nombre de références à l'histoire de l'institution, la plupart des questions divisant la communauté muséale. Rôle de l'architecture, poids des collections, mercantilisation, virtualisation, etc. Gary Edson, le seul auteur qui n'appartienne pas au Comité international pour la muséologie, a été invité à contribuer, en raison bien sûr des qualités qui fondent sa notoriété, mais surtout pour le rôle fondamental qu'il a joué dans le processus de maturation visant à doter l'ICOM d'une nouvelle définition. La réflexion présentée par ce dernier, si elle repose forcément sur l'histoire des définitions adoptées par le Conseil international des musées, part du processus mis en œuvre pour définir un concept, touchant aux principes de définition, aux buts recherchés et aux limites du langage face à la réalité et au changement continuel. André Desvallées clôture en quelque sorte cette première partie portant sur les fondements même du travail de définition. Retraçant brièvement l'histoire du musée, il en analyse ensuite les principales fonctions pour enfin proposer la définition à laquelle il était arrivé en 2004, avant la réunion de Calgary. Muni de ce bagage contextuel, le lecteur pourra ainsi se plonger au cœur de la réflexion menée par les membres d'ICOFOM. Certains auteurs partagent une approche globalement classique du musée, qui n'apparaîtra pas comme trop étrangère aux préoccupations du plus grand nombre des représentants de la communauté muséale. Les réflexions proposées par Jennifer Harris Australie, Lynn Maranda Canada ou Anita Shah Inde partent de la vision du musée telle que formulée par l'ICOM, tout en insistant sur les aspects politico-critiques et multicommunautaires de la New Museology conçue à la fin des années 1980 par certains auteurs anglo-saxons, Harris, sur le rôle fondamental de la culture matérielle et sur l'utilisation des connaissances fondées à partir de la collection, Maranda, ou sur L', utilisation du musée comme vecteur de tolérance et de meilleure perception des cultures minoritaires, Shah.
Olga Nazor, après avoir passé en revue les prérequis d'une définition rigoureuse, passe au crible les faiblesses lexicales et structurelles de celles de l'ICOM puis de celles de Calgary pour conclure à la pertinence d'un statu quo. Fidèle à son approche désacralisante et antidogmatique du musée, Bernard Deloche propose quant à lui une définition résolument ouverte aux substituts, notamment par le biais des possibilités offertes par le numérique, le musée comme fonction dont le but vise à l'archivage et à la transmission de la culture par l'expérience sensible. S'ils envisagent des alternatives différentes, Martin Scherer autant que Tomislav Sola portent un regard également décapant sur l'institution muséale, le premier se faisant pour l'occasion disciple d'Occam lorsqu'il s'interroge sur les définitions de l'ICOM ou de Calgary, afin de présenter la substantifique moelle du musée, muséalisation et visualisation, le second ouvrant la réflexion sur l'ensemble des institutions patrimoniales ou fondées sur la mémoire, précisant sa position quant à L', idéal à atteindre, sagesse et transmission des valeurs. En centrant son intervention sur l'identité collective, Marc Mort, dont l'approche reste fondamentalement imprégnée par la nouvelle muséologie, insiste sur le travail quasiment religieux, deuil, remémoration, sacralité, qui s'opère au sein de l'institution. L'identité communautaire et le musée comme facteur de développement constituent des facteurs essentiels pour comprendre le rôle du musée en Amérique latine. En cela, la contribution d'Andre Sansoni, en quête de vérité sur la nature profonde du musée, reflète les préoccupations d'un grand nombre de muséologues latins. Ce volume ne restituerait pas la personnalité d'ICOFOM sans référence au travail fondateur qui s'y est opéré à partir des années 1980, essentiellement à l'initiative d'un groupe de muséologues de l'ancien bloc de l'Est, notamment Zbynek Stransky. Les contributions d'Ivo Maroevitch et de Teresa Scheiner rendent largement hommage à ce travail, auquel ces auteurs participèrent, définissant l'objet de la muséologie comme relation spécifique de l'homme à la réalité, et le musée comme l'une des formes possibles de cette relation, qui servit de fil conducteur principal aux travaux du comité durant les années 1980 à 2000. Maroevitch, dans la lignée de Peter Van Mensch dont il a dirigé la thèse, souligne la différence entre le musée comme établissement, forme historique, et l'institution muséale à laquelle s'intéresse le muséologue, qui a pour tâche d'actualiser le passé dans le présent à l'intérieur d'un nouveau contexte. Scheiner, dans la même perspective, analyse le musée comme phénomène identifié au patrimoine de l'humanité, mais dont les établissements sans but lucratif et présentant des collections matérielles ne constituent qu'une partie d'un ensemble autrement plus vaste, comprenant des territoires géographiques ou symboliques, des expériences ou des collections de données. Enfin, la dernière partie de l'ouvrage, rédigée par François Mérès, est constituée par l'article musée qui devrait figurer au sein du thésaurus de muséologie de l'ICOFOM, projet dont il a été question plus haut. L'article, qui tente une synthèse de l'évolution du concept jusqu'aux travaux présentés ici, permet également de mieux cerner la structure de ce futur ouvrage, lequel devrait comporter une vingtaine d'entrées résumant les concepts fondamentaux de la muséologie. ICOFOM a souvent été présenté comme l'une des rares plateformes réellement internationales qui permettent l'échange de vues sur l'essence du phénomène muséal. La grande diversité des opinions contraste singulièrement avec un certain nivellement de la pensée qui prévaut dans nombre de cénacles culturels. Sans doute cette caractéristique tient-elle au mode de fonctionnement du comité, respectant l'usage des 3 langues de l'ICOM, français, anglais, espagnol, et donnant ainsi un peu plus la parole à d'autres courants d'opinion largement sous-représentés dans le mainstream anglo-saxon, notamment ceux qui prévalent en Amérique latine, où a été créé un comité régional de muséologie extrêmement actif, ICOFOM-LAM. Cette multitude d'opinions ne va pas sans difficultés organisationnelles. La question des traductions constitue à cet égard une difficulté majeure, et l'on sait gré à Mathilde Bellègue, longtemps secrétaire d'ICOFOM, du remarquable travail qu'elle a effectué afin de restituer les subtilités des textes originaux. Nous remercions aussi très sincèrement Michel Van Prae de nous avoir accueillis dans sa collection, Patricia Douany et Jean-Marc Berchem pour leur relecture attentive. À l'aube du 30e anniversaire du Comité international de muséologie, le paysage muséal se dessine plus mouvant que jamais. Si la mémoire, l'immatérialité, le virtuel, la globalisation, le sens de l'histoire,
autant de sujets analysés depuis plusieurs années par ICOFOM, constituent certains des facteurs qui ont le plus bouleversé la donne muséale. Sans doute la mercantilisation de l'institution caractérise-t-elle encore le mieux la tendance lourde qui s'imprime un peu partout dans le monde. Récemment, un rapport sur l'économie de l'immatériel prônait, afin de renforcer le rayonnement des musées français, et celui de la marque France pour utiliser la terminologie idoine, de leur donner la possibilité de céder le droit d'utilisation de leur nom dans des conditions très strictes, de louer et de vendre certaines de leurs œuvres selon des modalités également très encadrées, d'avoir accès à un statut de fonds de dotation pour favoriser la collecte de fonds privés sur la modalité des endowment funds américains, et de se référer en toute logique à la stratégie mise en place par la Fondation Guggenheim ainsi qu'au projet du Louvre à Abu Dhabi. De telles propositions, si elles apparaissent comme extrêmement raisonnables ou encourageantes aux yeux de certains, ne manquent pas d'effrayer la plupart des professionnels des musées francophones. Les réactions des membres actifs d'ICOFOM, à cet égard, sont révélatrices de la démarche adoptée par ce comité et peuvent être répertoriées selon deux principes d'analyse. Le premier demeure celui de la théorie. C'est sur la base d'un regard absolument objectif que certains auteurs intègrent dans leur définition du musée les organisations lucratives. Le professionnel directement confronté à la réalité quotidienne risque de ne pas toujours accepter un tel regard, qu'il qualifiera peut-être trop rapidement de théoricien. Il oublie ce faisant que de tels propos sont souvent les seuls qui lui permettront d'accéder à d'autres points de vue, d'autres manières de voir, même si ceux-ci ne sont pas toujours faciles à accepter. Le regard muséologique, théorique, de cette manière, et notamment à travers le cas de la redéfinition du musée qui nous occupe ici, permet de dépasser le cercle étroit des perceptions pour tenter d'appréhender l'ensemble de l'espace muséal et son évolution possible dans les années à venir. Le second principe s'articule au niveau des valeurs. C'est moins sur les questions déontologiques de la profession que sur les grands principes qui guident celle-ci que réside le travail d'ICOFOM, principes sur lesquels insistent particulièrement Marc Mor, Andrés Sansoni, Anita Shah ou Tomislav Sola. Le musée demeure un outil au service de l'homme, répondant aux questions fondamentales qui lui sont posées au cours de la vie. Identité, bonheur, mort, sagesse. Sans doute, en ce début de troisième millénaire, la question de la définition du musée n'a-t-elle jamais été aussi urgente à poser, moins pour les réponses temporelles qui pourraient être données que pour la réflexion fondamentale sur le sens de la vie que celle-ci induit. Quelque définition du musée qui soit choisie, l'institution apparaît toujours comme liée à des enjeux qui dépassent l'être humain et les grandes questions que celui-ci se pose depuis des siècles. Le musée lui-même, ne constitue-t-il pas un espace de questionnement par excellence, un lieu où l'homme cherche à se définir lui-même ? Si les enjeux du questionnement de cet espace peuvent donc s'avérer considérables, atténuant d'autant l'espoir de réponses définitives, il convient de ne pas manquer une telle occasion en s'enfermant délibérément dans des propos de boutiquier ou en circonscrivant le débat à l'organisation pratique et quotidienne de notre vie. Le dialogue du musée. André Gob 17. Legenda cum grano sali, la scène est à l'auberge du musée, rue de l'Arbre Sec. Argé-Zila. Je reviens du musée. Quel édifice! Quelle splendeur! La cité va définitivement écraser en matière culturelle. Nous avons l'alarme absolue pour drainer les foules et leur faire découvrir la richesse de notre patrimoine. Grâce en soit rendue à nos édiles, si efficaces, si entreprenants. Et à Calatrava, l'architecte d'une telle réussite. Chrysos. Oh là, Argé-Zila, quel enthousiasme! N'exagères-tu pas un peu? Crois-tu vraiment que ce soit la coquille de l'œuf qui donne le poussin? À quoi sert un magnifique écrin s'il n'y a rien dedans? Non, ce qui fait un musée, ce qui fait sa valeur, c'est la collection. C'est à partir d'elle que les musées se sont petit à petit constitués, et aujourd'hui encore, il n'est pas rare que ce soit une collection qui constitue le point de départ d'un musée. Rappelle-toi Raoul Warroquet, son geste formidable en faveur de l'État, et aussi son exigence de pérennité. Je le dis tout net, sans les collections et les collectionneurs, il n'y aurait pas de musée. D'ailleurs, pourquoi vas-tu au musée, toi? Pour voir un beau bâtiment? Non. Tu y vas pour les œuvres, tu y vas voir le Picasso, le Watteau, le Titien et cette admirable pointe de Volgu, si finement taillée dans le silex qu'elle en est rendue translucide.
et ses poissons naturalisés et ses modèles de machines qui rendent visibles les principes de la mécanique. La collection, voilà l'essence même du musée. Et puis, sans les collections et les collectionneurs, qui se serait soucié de ces chefs-d'œuvre? Tous auraient disparu, rongés par le temps et abandonnés dans l'oubli. Arjé Zila. Sans doute as-tu raison de souligner l'importance capitale de la collection Chrysos, mais l'édifice, c'est la façade du musée, ce qui est vu en premier lieu. C'est lui qui est connu, qui sert de signal et peut attirer l'attention. Faire valoir certes des collections, mais néanmoins élément important. Chrysos. D'accord, c'est un signal mais le phare ne remplace pas le port. Agrippa. Messieurs, je crois que vous oubliez un peu vite le rôle clairvoyant de nos pères, ceux-là même qui à l'aube de la République ont réquisitionné les biens des tyrans pour les mettre à la disposition du peuple, de la nation. Ce n'était pas l'esprit de vengeance, ni une jalousie mesquine qui les animait pour s'approprier ainsi ces chefs d'œuvre. Non, le musée qui naît alors, car je pense que c'est alors seulement qu'on peut véritablement parler de musée au sens moderne du terme, est une composante du corps social, un élément de l'espace public, par lequel la nation se construit à travers l'éducation du peuple lui-même. Le palais du Louvre, le bâtiment, ancien siège du pouvoir royal, est un symbole de cette appropriation et les collections qui l'hébergent à partir de ce moment sont l'instrument de cette éducation. Coupées de toute référence à la notion de propriété, vidées de tout usage d'autorité ou de religion, désacralisées au sens plein du mot, elles représentent la société nouvelle, égalitaire, sans privilèges, en même temps que par leurs valeurs patrimoniales et culturelles, elles servent à instruire le peuple des choses dont il a été si longtemps privé par ces objets mêmes. Ces toiles, ces vases, ces marbres dont la possession, matérielle et culturelle, marquait la frontière entre l'aristocratie et le peuple, se voient par la force du musée et l'intelligence de nos pères, investis de la mission d'unir ce qu'ils servaient jusque-là à diviser. Othon. Tout cela est bien dit, Agrippa, et je vois que ton sens politique ne t'a pas abandonné malgré la disgrâce, mais il me semble que la collection ne peut pas se résoudre à des questions de possession, de puissance et de prestige. Pense un peu à toutes ces choses de peu de valeur, à ces fossiles, à ces cristaux, à ces aberrations de la nature, à tous ces objets insolites que l'on rassemble depuis tant d'années dans les cabinets de curiosité. Songe combien insignifiants ils sont. Et pourtant certains collectionneurs sont prêts à toutes les folies pour les acquérir. On dit que tel oignon de tulipe s'est vendu plus cher que la plus majestueuse des maisons d'Amsterdam, sur le Saint-Gel. Ce serait le pouvoir, l'argent, la religion qui animerait ces braves érudits, ces collectionneurs? Non, il y a autre chose. Potamos. Tu as raison, Othon, il y a autre chose. Le musée n'est pas un bâtiment, réceptacle de collections aussi formidable, aussi rare, aussi prestigieuse soit-elle, le musée est une représentation du monde. Ces cabinets de curiosité constituent un microcosme, reflet aussi fidèle et aussi complet que possible du macrocosme de l'univers. Voyez la structure de ces cabinets, des studiolos de nos amis italiens comme des Wunderkammern de ton pays, Othon. Voyez comment sont organisées leurs cassettes, leurs étagères, leurs inscriptions. Vous souvenez-vous de l'iconographie du studiolo de Cosimo à Florence, conçu par le grand Vasari? Et ton compatriote, Othon? Ah non, il était d'origine belge, Kiekeberg, qui à travers ses inscriptions dessine les contours de cette représentation. Chrysos. Tout ça c'est un habillage, c'est une explication, c'est une interprétation. Un musée conserve des objets matériels. Ce sont eux, c'est la collection qui importe. Ce qu'on en dit est certes intéressant, mais ce n'est pas essentiel. Le voyageur. Messieurs, excusez-moi de vous interrompre. Je vous écoute depuis un certain temps et votre conversation m'intéresse au point que j'en oublie mon repas, qui est tout refroidi. Va. Qu'importe. Messieurs, j'ai parcouru de nombreux pays, et dans les villes où je passe, je ne néglige jamais de visiter le musée s'il s'en trouve un. Je pense que vous oubliez un élément essentiel du musée, son destinataire, le public. C'est pour lui que le musée existe, c'est pour moi qui découvre au fil de mes visites les particularités du monde et le regard qu'on y porte en tel ou tel lieu. Potamos. Cher monsieur, vous avez 100 fois raison. Le microcosme que j'évoquais tout à l'heure, il est fait pour être regardé. Et pas en un plaisir solitaire, tourné sur lui-même. Non,
Il est fait pour être montré, comme l'illustrent à l'envi les innombrables tableaux et gravures que nous exposent ces cabinets. Le plaisir du collectionneur démiurge qui recrée le monde à travers sa collection ne trouve sa plénitude que dans le regard des spectateurs, à l'image de la création divine qui n'existe véritablement qu'à travers l'esprit de l'homme. Othon. Mais personne, sauf quelques privilégiés, ne visite ces cabinets dont le nom dit bien l'exiguïté, vraiment peu propice à la visite. Potamos. Tu as raison, Othon. Et d'ailleurs on ne peut pas assimiler à des musées ces Wunderkammern, ces cabinets de curiosité. Mais le rassemblement de ces collections et leur disposition ostentatoire sont clairement destinés à un public. Ne parle-t-on pas parfois de théâtrum à leur propos? Agrippa. Ces cabinets ne sont pas des musées et notre ami le voyageur a raison. Le musée a été inventé pour le public. C'est exactement ce que je voulais souligner en parlant de l'appropriation du patrimoine par la nation. C'est le peuple le destinataire du musée et cette appropriation se concrétise notamment par la visite. Le musée doit être ouvert au public, ouverture physique bien sûr, mais aussi ouverture intellectuelle. Le musée ne doit pas seulement organiser l'accès, se contenter de laisser voir les œuvres. Il doit favoriser l'accessibilité de chacun et on sait que les barrières culturelles et sociales sont bien plus difficiles à abaisser que les obstacles matériels. Pour le dire simplement, ouvrir une collection au public ne suffit pas pour en faire un musée. La démarche est beaucoup plus complexe et se décline selon différentes activités fonctionnelles pour le musée. Ce sont celles-ci d'ailleurs, qui permettent, je crois, de réconcilier nos points de vue sur la collection. Othon. Que veux-tu dire? Chrysos. Il n'y a pas à réconcilier ni à concilier. L'existence de la collection est un préalable au musée. Sans elle, il n'y a rien à montrer au public. Et le premier rôle du musée, c'est d'en assurer la conservation. Que dirais-tu, Agrippa, d'un conservateur qui négligerait le soin à apporter aux objets dont il a la charge au point d'en menacer l'existence? C'est la nation, c'est ton peuple qui en serait ainsi dépossédé. Agrippa. Décidément, tu ne veux pas comprendre. Il ne s'agit pas pour la nation de posséder les collections, comme le ferait un propriétaire privé. L'appropriation nationale est d'une autre nature. Elle rend d'ailleurs les collections inaliénables. Cela dit, je t'accorde bien volontiers que la conservation des objets et des œuvres est un des devoirs du conservateur, parce que la nation est éternelle et que nous devons donc transmettre ce patrimoine aux générations futures pour qu'elles en jouissent et s'en instruisent à leur tour. Mais ces collections n'ont de sens que si elles sont effectivement mises à la disposition du public par l'exposition. Conserver pour exposer, exposer pour instruire, pour donner du plaisir, pour faire apprécier et comprendre et favoriser ainsi la conservation patrimoniale. Voilà la réconciliation dont je parlais tout à l'heure. J'ajouterai que, à travers cette double action, le musée joue aussi un rôle d'éducation à la citoyenneté. Popéa. Éternel, c'est vite dit. Ne nous illusionnons pas, rien n'est éternel et la Joconde, comme l'Apollon du Belvédère, disparaîtront un jour. Pour des raisons matérielles d'abord, malgré les soins jaloux qu'on peut leur prodiguer. Mais pour des raisons plus profondes aussi, ni l'un ni l'autre ne nous sont parvenus au nom du patrimoine culturel, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Le concept de patrimoine risque bien de passer de mode un jour et avec lui les œuvres qu'il protège. Agrippa. J'espère seulement que ce jour soit le plus éloigné possible. D'ailleurs, savoir que la vie a une fin n'empêche pas de vivre. Au contraire, c'est le moteur même de l'existant. Et savoir que nos collections disparaîtront un jour, ne dispense pas du soin de les conserver aujourd'hui. Potamos. Conservation, exposition, voilà donc selon vous les deux fonctions du musée. Pour ma part, je pense que la recherche les précède toutes deux. Recherche des objets et des œuvres, bien sûr, mais aussi la science qui y préside et qui se trouve à la base de toute action de conservation et qui doit conduire vers l'exposition au public. L'exemple des cabinets de curiosité qu'évoquait notre ami Othon est là pour montrer le chemin. Popéa. Tout cela me semble très statique et un peu froid. Je vois d'ici ces vieux messieurs à barbe blanche, archéologues de bande dessinée, rangeant soigneusement dans des vitrines toute une armée d'usheptis qu'ils ont passé une vie à étudier. Mortel. Il faut mettre de la vie au musée, l'animer au maximum, le faire respirer et sortir de ses murs. Sinon, qui y viendra,
à part ceux que le respect étouffe ou que le mystère passionne. Si le musée est fait pour le peuple, pour la nation Agrippa, il faut le lui faire savoir, au peuple, hic et nunc. Potamos. Ta vivacité est bien de ton âge, Popéa, mais tu dois savoir que le musée est une institution sérieuse, qui a mis du temps à atteindre sa pleine maturité. Il y faut de la rigueur, de l'ordre, du soin et éviter toutes ces choses qui distraient le regard de l'essentiel. Tu vois, je n'aime pas ces musées où l'on croit recréer la vie en exposant sur des mannequins toute une foule bigarrée de costumes, figurant des scénettes paysannes. Moi, si je devais concevoir une telle exposition, je crois que j'ôterais le mannequin pour ne garder que l'habit, c'est-à-dire l'essentiel, suspendu par exemple à quelques fils invisibles. Tes animations, c'est accessoire et cela risque de distraire. Popéa. C'est justement pour cela qu'il faut y mettre de l'animation dans ton musée, pour distraire, pour égayer, pour donner du plaisir. La délectation érudite, c'est bien, mais encore faut-il avoir appris à se délecter de ces choses qui, toi, t'émeuvent. Le peuple dont parle Agrippa, lui, a besoin d'autre chose pour venir et apprécier le musée. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Le voyageur. Je crois que Popéa a raison. L'autre jour, sur une autre île, j'ai visité ce qu'on pourrait appeler une exposition spectacle. Tous les objets étaient mis en scène dans des décors simulant le contexte si bien que j'avais l'impression d'être plongé dans un univers fantastique et dépaysant. Voilà ce qui est de nature à attirer le peuple. Agrippa. Oui, j'ai entendu parler de ce genre de scénographie. Et les objets présentés étaient-ils authentiques, ou s'agissait-il de facsimilés plus ou moins bien imités? Chrysos. Ce sont des faux, évidemment. Aucun collectionneur, aucun musée ne se prêterait à ce genre de mise en scène. Othon. Je connais ces expositions spectacles, Agrippa. Elles font fureur actuellement sur l'autre île. Popéa en a vu une, elle aussi. Elle m'a raconté qu'il est très difficile de savoir si les objets présentés sont authentiques ou non. Popéa. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est le dernier souci des organisateurs de ces expositions. Pour eux, ce qui compte, c'est de faire venir du public qui paie bien cher ce spectacle. Potamos. Si je comprends bien, là c'est la fonction d'exposition qui est l'unique ressort de ces événements. Et le tapage médiatique sert d'animation pour appâter le chaland. Othon. C'est ça, Potamos. Les fonctions du musée dont nous parlions tout à l'heure, une seule est pratiquée là. Et encore à quel prix? Pour moi, ce genre d'exposition n'est pas du domaine du musée. C'est un spectacle, de plus ou moins grande qualité mais rien de plus. Dans un musée, l'exposition est importante mais elle ne peut jouer tous les rôles. Il faut au contraire chercher à maintenir un certain équilibre entre les différentes fonctions que nous avons évoquées. En résumé, un musée qui n'expose pas au public ne sera pas considéré comme un musée mais une institution qui expose sans souci de conservation ni de recherche non plus. C'est clairement le cas de ces expositions spectacles. Argesita. En somme, l'exposition est la marque du musée mais elle ne le définit pas. Le voyageur. Ne serait-ce pas la référence au passé qui définit le musée? Du passé faisons table pleine. Argesila. Ah non, cher monsieur. Le présent, le contemporain a tout autant sa place au musée. Pensez à tous ces musées de sciences et techniques qui exposent l'état le plus actuel des connaissances scientifiques. Le Conservatoire national des arts et métiers lui-même, à sa création, se voulait le réceptacle des techniques de son temps. Et en matière d'art, le musée ne doit-il pas encourager la création contemporaine en achetant aux artistes, en commandant ou en suscitant des œuvres? Chrysos. Tu as peut-être raison, Argesila, sur la nécessité d'encourager la création, mais comment le musée pourrait-il discerner ce qui mérite d'être conservé? Et c'est sa vocation, non, de conserver ce qui le mérite et seulement cela? Comment faire le tri parmi toute la production? L'idée de patrimoine implique forcément celle de passé. Passé proche peut-être, mais passé tout de même. Il faut laisser autant le temps d'éliminer les scories, pour ne garder que ce qui est digne d'intérêt. C'est comme ça que les collections se sont constituées, à partir du XVe siècle. Argesila. Mais enfin, Chrysos, on ne peut pas rapporter la situation actuelle où le musée existe, où le concept de patrimoine est bien établi,
à une situation antérieure où personne ne se préoccupait de ces choses. Alors, les collectionneurs ont été bien heureux de récolter les rares vestiges du passé que le temps ou le hasard avait épargnés. Aujourd'hui, le sens de la collection a changé et si la création artistique s'inscrit incontestablement dans l'histoire, c'est d'un passé continu, prolongé jusqu'au présent dont il s'agit. Potamos. J'aime beaucoup ce concept de passé qui s'étend jusqu'au présent. C'est exactement ce qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle parfois les écomusées. Un regard diachronique sur le passé pour mieux comprendre la situation présente, croisé à une vision large de la géographie régionale. Ce passé-là est fondamentalement différent du passé révolu qui préside aux commémorations de la mémoire nostalgique, celle du bon vieux temps. Ces musées participatifs se veulent un outil social de conscientisation et un levier pour agir. Popéa. La nostalgie, Potamos, n'est-elle pas un puissant ressort du collectionneur ? N'agit-elle pas aussi, sur le visiteur lorsqu'il s'émerveille devant les créations du passé que le musée expose ? Comme les artisans étaient habiles, alors. On n'est plus capable de peindre comme cela aujourd'hui. Ma grand-mère utilisait ce moulin à café lorsque j'étais gosse. Et es-tu si sûr qu'elle n'est pas aussi à l'œuvre chez certains des participants à l'aventure des écomusées ? Potamos. Ta question sur la nostalgie Popéa en soulève une autre, qui est au cœur de la démarche muséologique. Les motivations du visiteur doivent-elles coïncider avec celles du collectionneur, quelle qu'elle soit ? Lorsque le musée expose une collection, expose-t-il par là même le collectionneur qui l'a rassemblée ? Popéa. Tu oublies, me semble-t-il, qu'entre la collection et l'exposition, entre le collectionneur et le visiteur prend place le concepteur de l'exposition. C'est lui qui définit le propos, le discours et le ton de l'exposition, tantôt nostalgique, tantôt moderniste, ou encore très scientifique ou très technique. Le musée n'expose pas une collection, il expose des concepts, des thématiques à travers les objets de la collection. Au ton. Il n'y a pas que le ton qui varie. La thématique aussi est souvent dénuée de toute référence au passé. On connaît ces centres de sciences qui exposent, souvent selon une muséographie qui fait rimer didactique et ludique, les connaissances scientifiques et techniques les plus actuelles. Et dans les jardins botaniques ou zoologiques, où est la référence au passé ? Non, le patrimoine de nos musées n'est pas principalement constitué d'objets ou de monuments du passé, il concerne des concepts, des idées, des recherches, des démarches esthétiques, passées ou actuelles, qu'on estime devoir préserver et exposer. La conservation des objets qui en sont les témoins matériels est subsidiaire par rapport à cet objectif. Le printemps et la naissance de Vénus doivent être conservés parce qu'ils constituent, avec d'autres œuvres, les preuves les plus exemplaires et les plus tangibles de l'efflorescence culturelle et artistique qui se développe dans la Florence du XVe siècle. Si on voulait oublier ce moment remarquable de l'histoire culturelle de l'homme européen, alors, on pourrait négliger ces tableaux et les laisser aller à l'abandon. Chrysos. Quel sacrilège! Comprends-tu vraiment les énormités que tu profères, Othon ? Voilà bien du barbare, insensible à la beauté intrinsèque, éternelle de ces chefs-d'œuvre. Argésila. Je pense vraiment qu'Othon exagère ou plutôt, je crois qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Il veut nous provoquer. J'ai entendu une fois un conservateur dire qu'il fallait brûler les objets de musée. Mais, chers amis, nous parlions du passé, dont vous affirmiez, monsieur le voyageur, qu'il était l'essence du musée qui serait en quelque sorte dévolue à la célébration du culte de Cronos. Et là, je veux redire combien cette idée me paraît anachronique. Je vous accorde qu'à sa création, le musée d'art est tout entier tourné vers le passé, ne daignant pas même jeter un regard vers la création artistique du moment. Seuls alors les antiques et les maîtres anciens y trouvent place. Mais les temps ont changé, heureusement. Les musées d'art contemporain sont maintenant parmi les plus dynamiques et les plus actifs et comme je l'ai déjà souligné, leur rôle est primordial dans la création actuelle par leurs commandes, par leurs achats. Le voyageur. Je vous entends bien, cher Argésila. Me permettez-vous de vous appeler ainsi ? Mais est-ce vraiment le rôle d'un musée de se mêler ainsi aux marchands ? Ne craignez-vous pas qu'il perde son âme dans les allées de la spéculation ? Fut-elle artistique ? Chrysos. Touché, monsieur. On voit maintenant des soi-disant musées d'art contemporain qui se comportent comme de vulgaires galeristes,
qui vendent les œuvres qu'ils exposent, tirant profit du rôle de juge que la société leur a confié. Argo Silla. Chrysos, je te l'accorde, ce genre de pratique doit être évité parce qu'elle sème la confusion entre musée et galerie. D'ailleurs, les associations internationales la proscrivent. Mais il ne faut pas confondre objectifs sociaux et objectifs commerciaux. Encourager la création par l'achat d'œuvres aux artistes participe de la première attitude, elle n'a pas de finalité lucrative. S'il faut être vigilant, il faut aussi faire confiance au sens de l'éthique professionnelle des conservateurs. Othon. Comme le reste de la société, le musée n'échappe pas à la mode entrepreneuriale. On y ouvre boutique et restaurant, on comptabilise ses visiteurs clients, on place à sa tête un manager, on le contraint à vendre à défaut des objets eux-mêmes, leur image et leur reproduction déclinées en cartes postales, en affiches, en albums, voire en cravates et en chemises. En soi, ces pratiques ne sont pas condamnables, si elles servent à diffuser et à valoriser l'image du musée, tout en constituant une ressource financière complémentaire. Le danger est que ces activités commerciales ne prennent le pas sur les autres, que ce soit elles qui finissent par déterminer la politique du musée ou pire encore, qu'elles le justifient aux yeux des autorités. Agrippa. Je te suis parfaitement, Othon. Il faut rappeler fermement que le musée est une institution sans but lucratif et que si des activités commerciales sont permises, à commencer par l'acquittement d'un droit d'entrée, elles doivent rester subordonnées à l'unique finalité de l'institution muséale, être au service de la société. Arge Silla. Les entreprises commerciales, à commencer par celles qui mettent sur pied les expositions spectacles dont nous parlions tout à l'heure, te rétorqueront qu'elles aussi sont au service de la société, directement par la diffusion culturelle à laquelle elles prétendent participer et indirectement, en générant de la richesse qui se redistribue ensuite pour le développement de la société. Agrippa. Tu sais bien que c'est un leurre, Arge Silla, que le prétexte de la diffusion culturelle sert d'écran pour masquer à peine la finalité véritable, faire de l'argent. Et qu'on ne me parle pas d'entreprise citoyenne. Othon. Agrippa a raison. Je pense qu'il faut cependant approfondir la réflexion sur ce point, non pour remettre en cause la finalité non lucrative du musée, mais pour souligner comment et dans quelle mesure ce changement de paradigme institutionnel peut altérer dans son essence même l'institution muséale. En d'autres mots, la substitution d'une structure commerciale à la structure publique ou parapublique traditionnelle du musée met en cause l'existence même de celui-ci. Soit qu'on assiste à une dénaturation telle qu'elle le fasse disparaître et avec lui sa mission patrimoniale, soit, plus probablement, que cela conduise à une séparation dichotomique entre le rôle de conservation récupéré par la collection privée et le rôle de diffusion assuré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.